Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je m'arrête au niveau du panneau. Oui, réponse A, non, réponse B. Je cède le passage à gauche uniquement. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici on arrive à une intersection où on a un panneau stop. Donc dans ce cas-là, il est inutile de s'arrêter au panneau. Il faut s'arrêter au marquage au sol. Ensuite, est-ce que je cède le passage uniquement à gauche ? Non, on a un stop. On doit laisser le passage aux personnes venant de gauche et aux personnes venant de droite. Donc ici les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 2. Je peux sortir à Bergerac. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser le véhicule à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, vous remarquerez qu'ici on est sur autoroute et on est sur la file de gauche. Ce qui nous sépare de la file de droite, ce sont des lignes de dissuasion. Donc, une ligne de dissuasion te dissuade de la franchir. Ici, est-ce qu'on peut franchir cette ligne de dissuasion pour sortir à Bergerac ? Non, c'est totalement interdit car c'est une ligne de dissuasion. Alors, n'oublie pas, il y a 2 exceptions pour lesquelles tu peux franchir cette ligne, et seulement 2. La première, c'est de dépasser un véhicule lent. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un véhicule lent, je t'encourage fortement à aller dans l'information. Et attention, un véhicule lent sur la voie de gauche, c'est pas du tout la même définition qu'un véhicule lent sur la voie de droite. Ensuite, la deuxième exception, c'est quoi ? C'est tout simplement de se rabattre après avoir dépassé un véhicule lent. Est-ce que ici, je peux dépasser le véhicule ? Oui, bien sûr, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir dépasser ce véhicule. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 3. Dans cette situation, réponse A, je klaxonne. Réponse B, je ralentis. Alors ici, on est en agglomération, juste devant un passage piéton. Et à notre droite, on a un groupe de piétons. Alors ici, il n'y a aucune raison de klaxonner. D'ailleurs, il est interdit de klaxonner en agglomération. Donc ce que je fais, c'est que je ralentis, je passe et je laisse un espace, une distance de sécurité de 1 mètre entre moi et les piétons qu'il y a sur la chaussée. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 4. Le véhicule rouge souhaite tourner dans la rue indiquée par la flèche verte. Il doit allumer ses clignotants dans la zone. Réponse A, zone A. Réponse B, zone B.
Alors, ici, le véhicule A est dans la zone A au début. S'il met son clignotant dans la zone A, ce qui peut se passer, c'est que l'autre véhicule peut mal interpréter l'intention du véhicule rouge et croire que le véhicule rouge veut tourner dans la rue où il est. Et donc s'engager sur la route principale et créer un accident. Alors que si le véhicule rouge met son clignotant dans la zone B, là, il n'y a plus d'incompréhension. Il met son clignotant dans la zone B et il tourne à la prochaine intersection. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 5. Le SP permet, réponse A, de limiter la perte de contrôle, réponse B, d'éviter le blocage des roues. Alors déjà, que veut dire le mot ESP ? ESP, ça veut dire Electronic Stability Programme ou correcteur électronique de trajectoire. C'est une aide à la conduite qui permet d'éviter que les roues motrices patinent et donc à assurer une motricité optimale. Alors, elle ne permet pas d'éviter le blocage des roues. Ça, c'est une autre aide à la conduite qu'on appelle l'ABS. ABS qui veut dire anti-bloqueur système ou anti-blocage des roues, qui ont donc pour but de limiter le blocage des roues et donc le dérapage lors de freinage intensif. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. Je peux effectuer un arrêt juste devant le passage piéton. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, il faut savoir que le stationnement et l'arrêt sur un passage piéton est interdit et c'est sanctionné par une contravention de 4e classe, donc une amende de 135 €. Alors, tu vas me dire, oui, mais là, la question, c'est juste devant le passage piéton. Eh ben, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu te gares 5 mètres en amont d'un passage piéton, c'est considéré comme un arrêt ou un stationnement sur un passage piéton. Alors, il faut aussi savoir que si tu n'es pas présent lors de la constatation de l'infraction, ton véhicule peut aussi être amené en fourrière, donc être immobilisé. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 7. L'acuité visuelle minimum requise pour la conduite est de réponse A, 5/10 pour les 2 yeux au total. Réponse B, 5/10 pour chaque œil. Alors, l'acuité visuelle minimum requise pour la conduite est de 5/10 au total pour les 2 yeux. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors clairement ici c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Question numéro 8. Le système parc assist permet de trouver un emplacement pertinent automatiquement. Oui, réponse A, non, réponse B. De manœuvrer le stationnement automatiquement. Oui, réponse C, non, réponse D.
Alors effectivement, le système parc assist permet de repérer une place automatiquement, mais également de manœuvrer le stationnement automatiquement. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 9. La route est dégagée. Je maintiens mon allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on est sur une route avec une côte. Donc qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Il n'y a aucune visibilité. Après la côte, on ne sait pas ce qui se passe. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on va ralentir. On ne va pas maintenir son allure, on va ralentir. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 10. Je vais tout droit. J'ai la priorité sur les véhicules venant de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, faites attention à cette question parce que vous êtes nombreux à faire des erreurs sur ces notions. Alors, concernant les feux orange qui clignotent, vous avez deux grands cas qui vont se présenter à vous. Le premier cas, le feu clignote à l'orange en bas. Le deuxième cas, le feu qui clignote à l'orange au milieu. Commençons tout d'abord par le feu qui clignote à l'orange en bas. Alors, si le feu clignote à l'orange en bas, ça veut dire que le feu fonctionne, mais qu'il indique un danger spécifique. C'est-à-dire que ça indique un danger. Également, il faudra aussi céder la priorité à droite pour les véhicules sur l'intersection. Concernant ensuite les feux orange qui clignotent au milieu, comme c'est le cas ici, vous allez avoir deux cas qui vont se présenter. Le cas de jour et le cas de nuit. Alors, lorsque c'est le jour et que les feux orange clignotent au milieu, ça veut dire que le feu est en panne, il ne fonctionne pas. Donc, ce qui va régir les priorités dans l'intersection, c'est la priorité à droite. Par contre, si vous êtes de nuit, donc là, le feu, en général, fonctionne. En fait, les municipalités ont mis ça en place pour fluidifier le trafic de nuit. Donc le feu fonctionne et il faudra laisser aussi donc le régime de priorité qui est celui de la priorité à droite. Ici, dans notre cas, on est de jour et le feu clignote à l'orange au milieu. Ça veut dire que le feu est en panne et je dois donc céder la priorité aux véhicules venant de droite à l'intersection. Donc ici, pour répondre à la question, je vais tout droit, j'ai la priorité sur les véhicules venant de droite. Non. Les véhicules venant de droite ont la priorité. La bonne réponse ici est la réponse. Question numéro 11. Avant d'installer un enfant dans son siège, je retire son blouson. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, effectivement, il faut retirer le blouson des enfants qu'on installe dans un siège bébé pour deux raisons. Une, raison de sécurité, parce que parfois les blousons sont un peu trop gros et donc les ceintures de sécurité sont mal attachées. Aussi, pour des raisons de température, c'est-à-dire que le siège bébé lui-même, de par sa composition, va faire augmenter la température. Donc,
Ici, pour ces deux raisons, avant d'installer un enfant dans son siège, on retire son blouson. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. Je suis sur autoroute. Mon allure est adaptée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vois, il y a un camion orange. Alors, ce camion orange, c'est un camion que tu vas voir souvent quand tu vas avoir ton permis de conduire. C'est donc les camions de la DIR. Donc la DIR, c'est la direction interdépartementale des routes. Donc c'est l'entreprise qui s'occupe donc de l'entretien et de la maintenance des routes. Donc ici, effectivement, c'est un camion qui est en activité, qui a allumé ses gyrophares. Vous voyez, il y a marqué patrouille. Donc on va ralentir. Là, on peut voir sur le compteur qu'on roule à 98 km/h, soit 30 km en dessous de la vitesse maximale autorisée. Donc on peut dire qu'on a ici une allure adaptée à la situation. Donc là, la bonne réponse va être la réponse A. Question numéro 13. Lors d'un accident avec dommages corporels, j'informe les secours. Réponse A, de l'identité des blessés. Réponse B, du nombre de blessés. Réponse C, de leur état. Réponse D, de l'adresse de l'accident. Alors, lorsque vous alertez les secours, il va falloir faire ce qu'on appelle un pré-diagnostic. Alors, on vous demande pas d'être médecin, on vous demande deux choses. La première chose, c'est d'informer les secours sur le lieu exact de l'accident. La deuxième chose, c'est d'informer les secours sur l'état des blessés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que donner l'adresse d'un accident ? C'est être le plus précis possible. Si l'accident a lieu en ville, alors là, c'est très simple, vous leur donnez l'adresse exacte. Il y a des plaques de rue qui donnent le nom de la rue et vous regardez les numéros qu'il y a sur les maisons ou les appartements. Alors, plus compliqué, si vous êtes sur route ou autoroute. Là, ce qu'il va falloir leur donner pour avoir une localisation la plus précise possible, c'est les indications qu'il y a sur la borne kilométrique. Vous vous souvenez ? On a vu ça très souvent, notamment dans la formation. Il y a des bornes kilométriques sur les routes et les autoroutes. Il faut seulement que vous faut seulement que vous lisiez cette borne kilométrique. Également, il faut aussi donner le sens de la route dans lequel vous êtes. Ensuite, concernant l'état des blessés, on va vous demander des choses très simples. Déjà, le nombre de blessés. Ensuite, leur état de conscience, s'ils sont conscients ou inconscients. Leur état respiratoire, s'ils respirent ou non. Et également, s'ils ont des hémorragies externes. Ici, j'informe les secours A de l'identité des blessés. Non, ça c'est totalement impertinent comme information. Du nombre de blessés, très pertinent comme information. De leur état et également de l'adresse de l'accident. Les bonnes réponses ici sont les réponses B, C et D. Question numéro 14. Le stationnement est matérialisé par un marquage bleu. Je dois disposer d'un disque bleu sur le tableau de bord. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors,
comme tu peux le voir, le stationnement est délimité par des lignes bleues. C'est-à-dire que tu es sur une zone de stationnement bleue. Donc le stationnement est gratuit, limité dans le temps, et tu dois apposer ton disque bleu sur le tableau de bord avec l'heure d'arrivée au stationnement. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Dans cette situation, A. Je klaxonne par sécurité. B. Je ralentis. C. Je maintiens mon allure. D. Je me prépare à m'arrêter. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, on a un cycliste sur la voie. Il a l'air de vouloir traverser la rue. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr, mais il a l'air de vouloir traverser la rue parce qu'on a un indice. C'est qu'il est au niveau du passage piéton. Il a le guidon tourné vers la gauche. On peut penser qu'il peut vouloir traverser la rue. De plus, il y a un chien juste derrière lui. On a l'impression qu'il le suit. Et ce chien, vu sa direction, donne l'impression de vouloir également traverser la rue. Donc on a quand même deux usagers avec des zones d'incertitude différentes, dont le chien qui a une très grande zone d'incertitude avec des mouvements complètement aléatoires. Donc ici, il faut déjà ralentir pour avoir le temps d'observer la situation. Et aussi, je me prépare à m'arrêter, car on a deux usagers avec deux zones d'incertitude différentes, dont un usager avec une zone d'incertitude très large, qui est le chien. Donc les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 16. Lors d'un fort épisode neigeux, il est obligatoire de mettre en tout temps, réponse A, des chaînes, réponse B, des pneus neige. Je roule, réponse C, avec précaution, réponse D, à une vitesse adaptée. Alors ça, c'est une question qu'on a vue à plusieurs reprises dans l'information et aussi dans les vidéos YouTube. Est-ce qu'il est obligatoire de mettre en tout temps des chaînes ou des pneus neige ou un dispositif antidérapant? Eh bien non. Cette obligation ne concerne que 34 départements qui sont soumis à l'obligation du 1er novembre au 31 mars. En général, vous trouverez ce panneau à l'entrée des zones concernées. Est-ce que je roule, réponse C, avec précaution ou à une vitesse adaptée? Eh bien les deux. Je roule avec précaution parce qu'effectivement il neige et il y a des risques de verglas et de glissement. Et je roule également à une vitesse adaptée due aux conditions. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses C et D. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessibles sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors,
Si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. La roue de secours est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la roue de secours n'est plus obligatoire. D'ailleurs, énormément de constructeurs la remplacent par ce qu'on appelle un kit anti-crevaison. Donc, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 18. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je ralentis. Réponse C, je maintiens l'allure. Réponse D, je place le pied devant le frein. Alors, dans cette situation, regardez bien, on est à peu près à 50 mètres d'un feu qui est vert. Dans ce cas-là, vous savez que le feu peut passer au rouge à tout moment. Hein, le feu peut passer au rouge à tout moment, et s'il passe au rouge, eh ben, il va falloir s'arrêter au feu rouge. Donc, pour anticiper, qu'est-ce que je fais à l'approche d'un feu qui est vert? Je ralentis et je place mon pied devant le frein. En aucun cas, j'accélère à l'arrivée d'un feu rouge, ou même je maintiens l'allure. Je ne maintiens pas mon allure. Je ralentis un tout petit peu et je place le pied devant le frein au cas où si le feu passe au rouge. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 19. Un véhicule arrive en sens inverse. Réponse A, je dépasse le cycliste. Réponse B, je ralentis. Alors, je pense que tu sais déjà que en agglomération, pour dépasser un usager vulnérable, tu dois tenir un intervalle de sécurité de 1 mètre. Alors, ici, on a un véhicule qui vient en sens inverse. Donc, il est très peu probable qu'on puisse tenir cet intervalle de sécurité. Donc, ce que je fais dans cette situation, je ralentis, j'attends que la voiture passe, et je regarderai le moment venu si je peux dépasser le vélo. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 20. Dans un tunnel, la distance de sécurité est de réponse A, 2 diodes bleues. Réponse B, 3 diodes bleues. Pour des raisons de sécurité incendie, la distance de sécurité dans un tunnel entre deux véhicules à moteur est de 2 diodes bleues. La bonne réponse est donc la réponse A. Question numéro 21. Le niveau de vigilance est plus faible. Réponse A, entre 13h et 15h. Réponse B, entre 18h et 20h.
Alors, chose importante à savoir, le niveau de vigilance est le plus faible entre 13h et 15h et entre 2h du matin et 5h du matin. Donc, ici, entre 13h et 15h, ça va correspondre à l'après-déjeuner, donc à la digestion. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse A. Question numéro 22. Je ne me suis pas arrêté à un contrôle de police. J'ai donc commis, réponse A, un délit de fuite, réponse B, un refus d'obtempérer. Alors faites très attention à cette question parce qu'elle est très fréquente dans les examens du code de la route. Alors, c'est quoi la différence entre un délit de fuite et un refus d'obtempérer? Un délit de fuite, c'est lorsque vous faites un accident et que vous ne vous arrêtez pas pour réaliser un constat, par exemple, ou pour aider une victime. Un refus d'obtempérer, c'est différent. Un refus d'obtempérer, c'est lorsque vous refusez d'obéir à un ordre légal d'un agent de police. Donc ici, si je ne me suis pas arrêté à un contrôle de police, j'ai commis un refus d'obtempérer. La bonne réponse ici est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 23. Le système ISOFIX permet A. D'installer un siège enfant, B. De sécuriser l'installation d'un siège bébé, C. De désactiver l'airbag. Alors, le système ISOFIX, c'est tout simplement deux mousquetons en acier. Hein. C'est deux carrés en acier qui sont fixés en fait au châssis du véhicule. Et il vous permet en fait d'installer les nouveaux sièges enfants de manière un peu plus sécurisée. Par contre, en aucun cas, il ne permet de désactiver l'airbag. Ce sera à vous de désactiver l'airbag par vous-même. Donc le système ISOFIX n'est pas relié à l'airbag électroniquement. Donc les bonnes réponses ici seront les réponses A et B. Question numéro 24. La distance d'arrêt d'un tramway est plus grande que celle d'une voiture roulant à la même vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, encore une fois, c'est du cours. Donc là, je vous montre le document que vous retrouverez dans la formation qui vous montre en fait les différences de distance d'arrêt entre une voiture et un camion, par exemple. Plus un véhicule sera lourd, plus sa distance d'arrêt sera longue, due à sa masse. Donc effectivement, un tramway étant beaucoup plus lourd qu'une voiture aura une distance d'arrêt beaucoup plus grande que celle d'une voiture. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 25. En période hivernale, après ce panneau, je suis dans l'obligation d'équiper mon véhicule de chaînes ou chaussettes si je n'ai pas de pneus hiver. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'équiper mon véhicule de pneus hiver.
si je n'ai pas de chaussettes ou chaînes? Réponse C, seulement sur les roues motrices. Réponse D, sur toutes les roues. Alors là, c'est vraiment une question qui montre si vous connaissez réellement votre code ou non. C'est pas une question difficile, contrairement à ce que beaucoup pourraient croire. Mais voilà, c'est vraiment une question où là, bon, si vous avez faux, clairement, vous avez besoin d'être formé. Alors, que veut dire ce panneau? Donc, vous savez que ce panneau, c'est une entrée de zone d'équipement obligatoire en période hivernale. Alors, qu'est-ce que dit ce panneau de manière exacte? Ce panneau, en fait, après ce panneau, tu es obligé, d'accord, soit d'équiper ton véhicule de pneus hiver, les 4 roues, quoi qu'il arrive, qu'elles soient motrices ou non, les 4 roues, ou de détenir un dispositif amovible, c'est-à-dire des chaînes métalliques ou des chaussettes. Il faut bien que tu vois la différence. Si tu as des pneus hiver, alors après ce panneau, en période hivernale, tu es obligé de les mettre, peu importe l'état de la route. Par contre, si tu as un dispositif amovible, tu n'es pas dans l'obligation de les mettre. Tu es dans l'obligation de posséder ces dispositifs amovibles. D'ailleurs, regarde, sur le panneau, le dispositif amovible, il est dans une mallette. D'accord ? Ici, les chaînes, elles sont pas équipées. D'accord ? Alors, il y a un autre panneau qui, lui, t'oblige à mettre des chaînes ou des pneus hiver. Donc, c'est ce panneau-là. Et ça, c'est un panneau d'obligation. C'est différent. Donc, tu vois ici la nuance, bah voilà, c'est ça en fait, connaître réellement son code de la route. C'est la différence entre les gens qui vont l'avoir du premier coup et les gens qui vont le passer plusieurs fois. Voilà. Donc ici, en période hivernale, après ce panneau, est-ce que je suis dans l'obligation d'équiper mon véhicule de chaînes ou de chaussettes si je n'ai pas de pneus hiver? Bah non, je suis pas obligé d'équiper. Je suis obligé de posséder. D'équiper mon véhicule de pneus hiver si je n'ai pas de chaussettes ou chaînes sur toutes les roues, pas seulement sur les roues motrices, sur toutes les roues. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 26. Je suis fatigué. Réponse A.
je me repose. Réponse B, je bois un café et continue à rouler. Alors, ça peut paraître une question idiote ou bête pour certains. Cependant, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que le café permet de tenir la fatigue, permet de contrer la fatigue. C'est faux, c'est même le contraire. Hein. Un café, ça va pas vous aider à tenir. Hein, donc quand on est fatigué, la seule chose qui va faire partir la sensation de fatigue, c'est de se reposer. À savoir aussi également que, donc selon l'organisme national interministériel de la sécurité routière, donc la fatigue est responsable d'un tiers des accidents mortels sur autoroute. Donc c'est un facteur très important d'accidentologie et de mortalité sur la route. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. Cet appareil est un... Réponse A, éthylotest. Réponse B, éthylomètre. Alors là, c'est vraiment une question de cours. Donc ici, on a affaire à un éthylotest. Si vous voulez savoir à quoi ressemble un éthylomètre, vous pouvez aller dans la formation. Et vous en saurez beaucoup plus sur les éthylotests, les éthylomètres, qui a le droit d'avoir un éthylomètre, qui a le droit d'avoir un éthylotest, le taux d'alcool autorisé pour les probatoires, pour les non probatoires, le taux d'alcool délictuel, le taux d'alcool contraventionnel. Ici la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 28. Réponse A, je ralentis. Réponse B, je passe. Réponse C, je m'arrête. Réponse D, je cède le passage. Alors, ici, on est dans une situation que tu rencontreras souvent en situation de conduite. Alors là, le feu est vert pour nous et il y a des piétons qui sont à l'arrêt là au niveau du passage piéton. Donc, si le feu est vert pour nous, c'est qu'il est rouge pour les piétons. Donc, le piéton n'a pas à être là. Donc ici, on va pas s'arrêter pour qu'il passe, ni lui céder le passage. On va ralentir au cas où si inopinément il se met à courir ou à vouloir passer. Mais je ralentis et je passe. Ici même, ça va être beaucoup plus dangereux de s'arrêter. Pourquoi ? Parce que si je m'arrête, regardez bien au-dessus sur le rétroviseur, j'ai une voiture derrière moi. Peut-être qu'elle n'a pas vu le piéton. Donc, si je m'arrête, le temps que la voiture derrière se rende compte que je me suis arrêté, d'accord, elle risque de me taper à l'arrière de mon véhicule, et donc moi, je risque également, en fait, de renverser le piéton. Hein, donc on va même aggraver la situation si on s'arrête à ce moment-là. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 29. Je suis bien placé pour aller à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors effectivement ici, vous voyez, vous êtes dans une voie réservée. Vous voyez les lignes, ce sont des lignes épaisses. Donc vous êtes dans une voie réservée. Alors cette voie réservée, elle s'appelle une voie de stockage. Donc cette voie de stockage, en fait, permet au véhicule de se stocker pour pouvoir aller à gauche à l'intersection. Donc ici, effectivement, je suis bien placé pour aller à gauche. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 30. Cette notice me permet A. De connaître le PTAC du véhicule. B. De connaître la pression des pneus. C. De connaître la taille des pneus. Alors, ce document permet de connaître la taille des pneus avant et arrière. Il me permet aussi de connaître la pression des pneus en charge normale et ensuite en charge importante. Et donc, il ne me permet pas de connaître la PTAC du véhicule. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 31. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette question, elle est super importante car tu as 95% de chance de tomber dessus lors de l'examen officiel. Alors, concernant le dépassement des cyclistes, deux cas vont se présenter à toi. Tout d'abord, le cas en agglomération et le cas hors agglomération. Commençons par le cas en agglomération. Pour dépasser un cycliste en agglomération, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre entre mon véhicule et l'usager vulnérable. Dans le cas hors agglomération, lors d'un dépassement d'un usager vulnérable, ici un cycliste, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1,50 m. Alors, attention, petit point à retenir, c'est valable pour les cyclistes et c'est valable pour tous les usagers vulnérables, c'est-à-dire les piétons, les motos, ceux qui circulent en engin de déplacement personnel, c'est-à-dire les trottinettes. Donc ça, c'est valable pour tous les usagers vulnérables, y compris les cyclistes. Vu que la question est importante, on va faire un petit récapitulatif. Donc, en agglomération, pour dépasser un usager vulnérable, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre. Hors agglomération, pour dépasser un usager vulnérable, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1,50 m. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 32. Cette commande permet de régler les rétroviseurs extérieurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette commande, il n'y a que le conducteur qui l'a au niveau de sa portière. Si vous regardez bien, tout en bas, il y a un bouton. Ce bouton, c'est le verrouillage
des vitres de toute la voiture. C'est-à-dire que lorsque c'est activé, lorsque vous appuyez dessus, il n'y a que vous qui puissiez lever ou descendre une vitre. Alors, juste au-dessus, vous voyez, il y a 4 boutons avec des vitres. Ça, c'est les commandes de chaque vitre du véhicule. En bas pour les vitres arrière, en haut pour les vitres avant. Et puis, tout au-dessus, vous voyez, il y a d'autres boutons. Ces boutons-là, ils sont réservés au réglage des rétroviseurs extérieurs. Alors, sachez que chaque modèle de voiture a des commandes différentes. Donc, les commandes diffèrent d'un modèle de voiture à l'autre. Comment ça fonctionne le réglage des rétroviseurs ? Par exemple, sur cette commande, il faut juste tirer le loquet à droite pour régler le rétroviseur de droite. Et ensuite, appuyer sur les boutons flèche vers le haut, vers la gauche, vers la droite, vers le bas pour régler le rétroviseur. Ensuite, si tu veux régler le rétroviseur de gauche, tu dois pousser le loquet à gauche et ensuite régler le rétroviseur. Donc ici, pour répondre à la question, est-ce que cette commande permet de régler les rétroviseurs extérieurs ? La bonne réponse est la réponse A. Je vous invite fortement à aller dans la formation. On vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que t'as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, t'as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis, c'est bête de pas vouloir te former, parce que, par exemple, nous, on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, t'es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2 000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2 000 €, quoi, un peu moins. C'est 1 800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2 000 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Dans cette intersection, le croisement s'effectue à l'indonésienne. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'ai la priorité sur les véhicules en sens inverse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, tout d'abord, tu dois savoir qu'il existe 2 types de croisements dans une intersection. On a le croisement à l'indonésienne et le croisement par contournement. Le croisement à l'indonésienne, c'est lorsque les véhicules se croisent par l'avant, en se faisant face. Le croisement par contournement, c'est lorsque les véhicules se croisent par l'arrière ou, plus communément, en se contournant. Dans notre situation, ici, le croisement s'effectue par contournement. Concernant la deuxième partie de la question, est-ce que, dans ce cas-là, j'ai la priorité sur les véhicules en sens inverse ? Donc ici, je veux tourner à gauche. Eh bien, non. Je vais devoir laisser passer les véhicules en sens inverse pour pouvoir tourner à gauche. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, c'est que je m'engage dans une voie
qui n'est pas la mienne. Je change de voie. Deuxième raison, c'est que regardez, si je tourne à gauche, les véhicules qui viennent en sens inverse, maintenant, ils viennent de ma droite. Et donc, c'est la priorité à droite qui prime. Donc pour ces deux raisons, je devrais leur laisser la priorité avant de tourner. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 34. Il y a autant d'alcool dans un verre de vin que dans un verre de vodka. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la réponse va vous paraître étrange, mais effectivement c'est le cas. Dans un verre de vodka, il y a autant d'alcool que dans un verre de vin. Pourquoi ? Tout simplement parce que d'une, ce ne sont pas les mêmes verres, ce pas des verres qui ont des mêmes volumes, et deuxièmement, ce sont des boissons qui n'ont pas le même degré d'alcool. Lorsque dans la sécurité routière, on vous parle d'un verre d'alcool, on vous parle de verres standardisés, de verres standards qu'on sert dans des entreprises de débit de boissons, comme les restaurants ou les cafés. Donc on parle de verres standards. Et effectivement, il y a autant d'alcool dans un verre de bière que il y a autant d'alcool dans un verre de bière que dans un verre de champagne, que dans un verre de vin, que dans un verre de whisky ou autre. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 35. Le camion est stationné. Il met son clignotant droit. Je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête et le laisse passer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on est dans un cas très courant. Donc on a un camion qui est stationné ou à l'arrêt sur le côté gauche. Donc il met son clignotant pour nous avertir qu'il va prendre la voie et sortir de son stationnement. Sauf que là, vu qu'il sort d'un stationnement ou d'un arrêt, il n'a pas la priorité. C'est nous qui avons la priorité. Donc ici, on passe. On ne s'arrête pas pour le laisser passer, on passe. Il passera après que moi, je serai passé. Une fois que la voie sera libre, il pourra passer. Mais ici, c'est moi qui ai la priorité. Donc là, la bonne réponse est la réponse. Les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 36. Je circule à 70 km/h sur route sèche. Ma distance de sécurité est de réponse A, 42 mètres, réponse B, 21 mètres. Ma distance de freinage est de réponse C, 28 mètres, réponse D, 38 mètres. Alors ici, c'est vraiment une question pareille de cours qu'on voit souvent dans l'information. Donc vraiment, je vous conseille d'y aller si vous avez eu faux à cette réponse. Donc à 70 km/h, ma distance de sécurité est de 42 mètres. Et ma distance de freinage est donc de 28 mètres. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Alors, par expérience, je sais que beaucoup d'entre vous pensent qu'il y a une erreur à cette question. Alors, je vous rassure, il n'y a aucune erreur à cette question. Donc, les réponses sont bien les réponses A et C. Je le sais par expérience parce que... je sais par expérience que beaucoup de gens pensent qu'il y a une erreur à cette question. Parce que j'ai l'habitude, tout simplement. J'ai l'habitude
En fait, beaucoup d'entre vous confondent les notions. Vous confondez les notions. Et c'est la raison pour laquelle j'ai donné aucune explication pour cette question. Donc pour ceux qui se sont soit trompés à cette question, soit qui ont pensé qu'il y avait une erreur à cette question, je vous incite fortement à aller dans la formation. Ça veut dire que vous n'êtes vraiment pas prêts. La formation, elle est là pour ça. Pour ceux qui veulent se former ailleurs, c'est très bien, formez-vous ailleurs, mais que ce soit dans une entreprise spécialisée qui soit sérieuse, pas dans une application gratuite. Donc, je répète encore une fois, il n'y a aucune erreur à cette question. Et on passe à la question suivante. Question numéro 37. Je suis testé positif au cannabis par les forces de l'ordre durant un contrôle. J'encours alors. Réponse A, un retrait de 4 points. Réponse B, une amende de 4 500 €. Réponse C, une suspension de permis. Réponse D, une immobilisation du véhicule. Alors, comme le montre le document 6 juin que vous retrouverez dans la formation, la consommation de cannabis, c'est comme la consommation de stupéfiants. C'est un stupéfiant. Le cannabis est un stupéfiant. C'est donc un délit. C'est même plus une contravention. Là, on est passé au-dessus. C'est un délit. Donc, qui est passible d'une amende de 4 500 €. Et encore, ça, c'est pour la première fois que vous faites attraper. La deuxième fois, c'est 9 000 €. Vous encourez 2 ans de prison, une rétention immédiate du permis de conduire, une suspension de permis, une obligation de faire un stage, une immobilisation du véhicule, 6 points en moins, et plus encore. Là, la liste n'est pas exhaustive. Donc, est-ce que j'encours un retrait de 4 points ? Non, c'est un retrait de 6 points. Est-ce que j'encours une amende de 4 500 €? Oui. Une suspension de permis? Oui. Une immobilisation du véhicule? Également. Les bonnes réponses ici sont les réponses B, C et D. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 38. Je circule par temps de neige. Je suis dans l'obligation d'équiper mon véhicule d'un dispositif antidérapant amovible ou de pneus hiver. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tant que tu n'as pas vu l'un de ces deux panneaux, tu n'es pas dans l'obligation d'équiper ton véhicule de chaîne ou de pneus hiver. Qu'on s'entende bien. Et même si la route est enneigée. C'est mieux, d'avoir des chaînes ou des pneus hiver sur une route enneigée. Mais c'est vrai que t'es pas dans l'obligation d'en avoir tant que t'as pas vu l'un de ces deux panneaux. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries
d'examen blanc que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement la formule à mon code en 10 jours pour passer son code en 10 jours qui est à 39,90 € par an en illimité, et en plus si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Le pourcentage de conducteurs ayant leurs 12 points est de réponse A, 50%, réponse B, 80%. Le pourcentage de conducteurs qui a leurs 12 points est de 80%. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 40. Le véhicule est bien arrêté si le véhicule est en feu de détresse. Oui, réponse A, non, réponse B. Le conducteur a une urgence. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, on est dans un cas où on a un véhicule qui est garé à cheval sur le trottoir et qui est en feu de détresse. Alors, il faut déjà que vous sachiez une chose. Que vous soyez en feu de détresse, que vous ayez une urgence, ou peu importe ce qui se passe dans votre vie, cela ne vous permet pas d'enfreindre la loi. Que dit la loi ? La loi, elle dit qu'il y a des stationnements infractionnels. Hein. Vous vous souvenez, hein, vous avez
4 types de stationnement infractionnels. Vous avez les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Alors ici, regardez bien. Regardez bien. Là, le véhicule, déjà, il est à cheval sur le trottoir. Donc, déjà, premièrement, c'est ce que l'on appelle un stationnement très gênant, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation. Également, regardez bien, il ne se situe pas seulement sur un trottoir. Regardez ici, là, regardez là. Là, vous voyez que le trottoir s'affaisse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand le trottoir s'affaisse ? Ça veut dire qu'on a affaire à un bateau. Donc, si on a affaire à un bateau, c'est qu'on a affaire à une sortie de voie privée. Et donc, si on est garé sur une sortie de voie privée, c'est ce qu'on appelle un stationnement gênant parce qu'on est garé devant l'entrée carrossable d'un immeuble. Donc ici, vous voyez, si vous avez affaire à un policier peu scrupuleux, il peut vous mettre 2 amendes. Un pour stationnement gênant et un autre pour stationnement très gênant. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.